Bienvenue pour cette troisième édition de cette convention d'affaires dédiée à la robotique industrielle, Roboform Manufacturing. Alors nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de l'événement. Merci d'être avec nous. Nous allons évoquer avec mes invités la manière dont leur entreprise a réussi sa transition vers une industrie 4.0, l'industrie du futur. On se donnera un temps de questions-réponses avec le public présent à la fin de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Caroline Chamard. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes responsable marketing communication chez CPro Group. Bonjour Dan Deveau. Vous Bonjour. êtes responsable système d'information chez donc, ABCM. Alors on va commencer avec vous. Dan, ABCM fabrique des pièces détachées à Quex depuis 1986. Deux prix vous ont été décernés. Usine du futur en 2018, donc usine de l'année aussi, prix décerné par le magazine L'Usine Nouvelle. C'était en 2019 pour sa progression et son développement fulgurant. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en quelques chiffres, ce qu'est ABCM ? Alors c'est exactement ça. Donc ABCM a été créé en 1986, a pour but d'être spécialisé dans la production de pièces usinées. Et depuis peu, nous sommes devenus un groupe qui a lui pour but de devenir leader en fait dans la solution globale en usinage industriel. Après, en quelques chiffres, ABCM c'est actuellement 120 collaborateurs, 4 sites, 23 millions d'euros de chiffre d'affaires et une quinzaine de robots sur les différents sites. On rappelle, ABCM est une entreprise vendéenne. C'est exactement ça, pardon. Donc situé, tous les sites sont situés en Vendée, dont le site principal à Quex, dans le 85. Très bien. Alors vous êtes ingénieur de formation à l'ICA, mais vous avez fait votre apprentissage à ABCM à l'époque où elle n'était pas encore industrie du futur. Et vous avez contribué à cette transformation au moment de votre apprentissage. Racontez-nous. Alors oui, effectivement, je suis rentré chez ABCM en 2012 en tant qu'apprenti ingénieur, plutôt orienté projet à l'époque, donc sur toute une partie projet typée informatique, donc pour organiser un petit peu le fonctionnement quotidien et apporter de la jeunesse dans les processus. Après, j'ai évolué sur une partie un petit peu flux au global, c'est-à-dire qu'on a lancé un projet donc en 2013 sur une réorganisation globale de l'entreprise parce qu'on a été un petit peu à l'étroit dans nos murs et on cherchait à s'agrandir. Donc toute cette évolution a mené donc du coup un projet, ce qu'on peut appeler pré-ingénieur dans le monde scolaire. Et en 2015 a abouti avec un agrandissement de l'entreprise de 2000 m² et une réorganisation complète de l'atelier. Donc plutôt en termes flux pour justement après bien poser les bases pour la suite. Alors, expliquez-nous un peu comment vous fonctionnez avec les 4 sites. Vous n'êtes pas dans l'opérationnel, plutôt sur le terrain, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, on a cherché à renouveler un petit peu la vision groupe. Lorsqu'on parle d'un groupe d'entreprise, souvent on parle de dirigeants qui s'associent les uns à côté des autres pour monter une force un petit peu plus grosse et donner des synergies entre les différents sites. Et donc, nous, on a modernisé un petit peu la vision en mettant vraiment les opérations au centre des sites et chercher à apporter du service support en fait pour tous les sites qu'on va retrouver autour. Donc physiquement, moi, je suis responsable système d'information pour tous les sites et donc j'interviens sur les différents sites aux besoins des sites. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'évoluer tous à peu près à la même vitesse sur les différents sites et d'apporter des synergies entre les sites et donc de voir la chose à une plus grande échelle. Une vision un petit peu hélicoptère, comme j'aime bien le dire. C'est la vision hélicoptère. Et c'est intéressant de rappeler quand même que la façon dont vous avez transformé votre entreprise, vous l'avez imaginée comme un village. C'est-à-dire ? Eh bien, très bonne question. C'est-à-dire que dans le schéma des petites villes françaises ou des villages, on a toujours au centre toutes les commodités. Donc, on va retrouver la petite supérette, voilà, le bar tabac et ces choses-là. Et donc, nous, on a imaginé l'usine ABCM dans ce sens-là, c'est-à-dire des machines qui sont tout autour du centre, qui, elles, sont là en termes de productivité, production, on vient travailler à cet endroit-là. Par contre, au centre, on retrouve les magasins de pièces, les magasins d'outils, toutes les commodités pour pouvoir travailler, donc le contrôle et ces choses-là. Voilà, donc vous n'avez pas encore élu de maire, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, mais bon, le responsable d'atelier est là pour ça, en fait, en principe. Comment est-ce que vous avez réussi à impliquer le personnel ? Parce qu'au départ, en 2015, donc vous imaginez cette usine. Comment est-ce que vous l'avez impliqué, ce personnel ? Alors effectivement, on a commencé à travailler donc 2013, 2014, 2015 sur le projet un petit peu en off avec Monsieur Maillet, le PDG du site, du groupe maintenant. C'est Landry Maillet, c'est ça ? C'est ça, Landry Maillet. Et donc l'idée a été vraiment, lui, il avait une vision très claire d'où il voulait emmener l'entreprise. Et après, on a adapté, on s'est mis autour de la table, on a réfléchi longuement sur le sujet. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait beau impliquer les collaborateurs à ce moment-là,
les gens n'arrivaient pas spécialement à nous suivre parce qu'on avait déjà imaginé la chose et on l'avait déjà vu et on s'était déjà représenté dans notre tête. Donc à ce moment-là, on a décidé de virtualiser l'entreprise, de faire un schéma, un plan complet de l'entreprise en version virtuelle, d'y apporter les modifications qu'on imaginait à 2020, ce qu'on a appelé à l'époque le projet 2020. Et donc ça nous a fait un petit teaser en fait de peu près 2 minutes 30, 3 minutes. Malheureusement, on ne pourra pas le diffuser aujourd'hui. Pour des raisons de confidentialité. C'est ça. Et donc ce teaser a été diffusé en 2015 lors de la porte ouverte justement qu'on a pu faire à l'occasion de l'agrandissement des 2000 m². Et ça a permis vraiment à tous nos collaborateurs, à nos fournisseurs, à nos sous-traitants et nos clients de comprendre vers où on voulait aller et de nous aider à y aller aussi. Parce que c'est toujours important dans ce genre de projet d'usine 4.0 d'arriver à emmener tout le monde. Et donc, à l'occasion, ce film a vraiment permis aux gens qui étaient moins, on va dire, dans l'idée du 4.0, de se dire « Ah d'accord, c'est là où on va, c'est là où l'entreprise va m'amener. Et du coup, je comprends que telle chose vient à côté de telle chose et toutes les briques technologiques se mettent en place. » Ouais, donc ça vous a aidé, donc, si je comprends bien, à acculturer les opérateurs du site dans ce que vous avez imaginé donc, comme transformation de l'entreprise, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais, donc c'est vraiment intéressant. Sur quel rythme s'est faite cette transformation? Alors, comme je le disais, du coup, le teaser a été présenté en 2015. Donc, nous, on avait commencé en off avant à mettre quelques briques technologiques quand même pour bien poser les fondations et pour pouvoir élever la cathédrale dessus. Et du coup, sur les 5 années, je pense que les 2 premières années ont été assez douces en termes d'évolution, dans le sens où il fallait aussi emmener le personnel dans ces nouvelles technologies. Et puis, ça s'est accéléré sur les 2 dernières années pour finir en 2019, en fait. En 2019, très bien. Et donc Voilà. avec ce prix Usine du futur qui vous a été décerné. De quoi êtes-vous le plus fier? Alors, pour ma part, ma fierté est surtout d'avoir réussi à emmener tout le monde dans ce genre de projet. On dit souvent il y a 80-70% des gens qui suivent naturellement. Il y en a 10% qui sont moteurs parce qu'ils cherchent vraiment, ça leur plaît, on y va à fond et ces personnes-là, c'est une bonne source d'inspiration. Et il y a toujours 10% de personnes qui sont un petit peu en retrait. Et je pense que dans cette dynamique, nous, d'usine 4.0, on a vraiment réussi à emmener tout le monde et à chercher à tirer les gens vers le haut. Et les gens l'ont vraiment compris, ont vraiment emmené la structure après d'eux-mêmes. Alors, on parlera dans un instant, après la présentation de Sepro Group, les étapes, les écueils, donc à éviter les différentes étapes donc, de transformation de cette entreprise, parce qu'il y a quand même une certaine conduite du changement à initier durant toutes ces années. Et j'aimerais quand même qu'on parle juste avant avec Caroline, avec vous. Eh bien, vous êtes responsable marketing communication à Sepro Group. La manière dont Sepro s'est transformée, c'est une entreprise basée aux Ajoncs, à La Roche-sur-Yon, qui imagine, qui fabrique et commercialise des robots industriels destinés aux différents domaines de la plasturgie. C'est le plus grand fabricant français de robots qui a reçu le label vitrine de l'industrie du futur en septembre dernier. En chiffres, Sepro, c'est quoi? Alors, en chiffres Sepro, c'est 85% à l'export. Faut savoir que tous nos robots sont fabriqués sur le site à La Roche-sur-Yon en France. Donc, on exporte dans le monde entier. C'est 650 collaborateurs. C'est un réseau de filiales, de distributeurs aux 4 coins du globe. C'est également 27 nationalités. Donc, on est également sur une mixité culturelle, sur des équipes un petit peu éparpillées, en direct et en indirect. Donc, plutôt une structure orientée client en local, donc avec des problématiques globales de mondialisation, de livraison. Donc sur des délais, donc on est sur un format un petit peu différent. Donc là, vous voyez les chiffres qui s'affichent à l'écran. Donc on est sur cette transformation. Alors à noter que ça n'a pas toujours été le cas. Comme tout le monde, on a connu des hauts et des bas dans la société. À noter qu'en 2009, on a eu de plein fouet la crise. C'est le point de départ. Hein. C'est 2009, la crise pour tout le monde. Et là, que se passe-t-il chez Sepro? Alors, en 2009, il y a eu un moment d'arrêt, un plan social, donc forcément quelque chose de très compliqué dans l'histoire d'une société à vivre. Et ça a été des questionnements, c'est-à-dire qu'il faut tout remettre à plat, il faut penser les choses différemment et trouver des solutions pour rebondir, pas sur le court terme, mais sur le long terme. Donc, on a tout mis à zéro. On a pensé surtout à nos produits, parce que Sepro équipe des presses à injection plastique destinées dans le monde de la plasturgie. On revient souvent à la fin des processus de décision, parce qu'il y a d'autres équipements qui viennent en amont. Donc, on a une attente de réactivité, de technologie. Nos robots sont intelligents. Il y a un contrôle-commande unique Sepro qui pilote
nos robots, mais également des périphériques. Donc c'est assez lourd en termes d'investissement, de R&D, de redesign produit. Et il y a eu toute une réflexion qui a commencé en 2009, qui a été, on va essayer de mettre en place des nouvelles plateformes, des nouveaux produits pour être plus réactifs, plus à l'écoute du client, plus flexibles. Et on a initié cette démarche donc, qui a commencé en 2009, et ce qui a fait que la société a multiplié son chiffre d'affaires par 4 en 5 ans, ce qui est assez important, et ce qui signifie que derrière, les capacités de production devaient suivre également. Donc ça a été vraiment le point de départ, c'est comment est-ce qu'on doit ajuster tout ça, optimiser pour arriver à un résultat. Donc plutôt que d'être résigné donc avec cette crise de 2009, vous avez fait le choix d'accélérer votre croissance. C'est ça. En repartant donc sur les fondamentaux, revenir aux bases, se poser les bonnes questions et aller de l'avant, c'est ça et accès R&D. Vraiment, ça a été recherche, produit, innovation et vraiment aller revoir, penser l'entreprise différemment. On en parlait tout à l'heure, juste avant. C'est vrai que c'est une démarche de transformation à plusieurs échelles dans la société. Et c'est une transformation transverse. Vous avez fait preuve d'agilité et de rebond. Ça fait quand même écho à la crise que nous vivons actuellement. C'est ça Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on va être face malheureusement aux mêmes problématiques. Et il y a beaucoup d'études là, en ce moment, et c'était le cas dès la fin du confinement. Il y avait des études qui ont été menées dans l'industrie en disant comment est-ce que vous voyez l'avenir. Et c'est vrai que Cipro continue à se positionner dans la même dynamique qui est il faut innover, il faut investir, il faut penser à l'avenir, il faut construire des briques technologiques pérennes et durables. Et pour ça, il faut penser différemment. Il faut vraiment penser différemment. Donc, vous vous êtes donc appuyé sur ce que vous aviez vécu à partir de 2009 pour aussi vivre cette crise du Covid dans les meilleures conditions, même si on sait pour chacun et chacune, notamment avec les annonces du gouvernement qui ont été faites hier soir, que ce n'est pas facile économiquement. Mais en tout cas, vous avez fait preuve effectivement d'agilité et de rebond. Quelles ont été les étapes pendant près de 10 ans pour initier cette transformation ? Alors, il y a eu une étape qui s'est faite déjà pour commencer au niveau de la production et du flux de la supply chain. Donc, il y a quand même une réflexion sur gagner du temps, gagner du transport, limiter les gaspillages, limiter également les interactions. C'est-à-dire, si on doit emmener un produit d'un point A à un point B, il ne faut pas qu'il passe par un point C. Voilà, c'est quelque chose d'assez logique et réfléchir d'une manière très pragmatique sur le mode de fonctionnement qu'on doit avoir au niveau de la supply chain. Ça fait écho à ce que vit aussi ABCM, on est d'accord. Donc il y a eu cette partie-là. Il y a également des indicateurs de performance parce que c'est vraiment le sujet qui a été important pour nous. C'était embarquer les gens, 650 personnes, dont toute une usine de production avec des centaines d'intervenants au quotidien. C'est aussi passé par là. Et ça a été un vecteur super important pour nous. C'était embarquer les gens et que tout le monde soit acteur de ce changement. Alors, c'est quand même important de rappeler que l'humain est au cœur de tout. Vous travaillez dans l'industrie et c'est pas évident. Je pense que c'est la chose la plus compliquée à faire, c'est d'embarquer tout le monde. Dan le disait tout à l'heure, il y a 80% étaient OK pour cette transformation. 10% voulaient aller encore plus loin et il restait encore les 10% restants. C'est compliqué quand même à gérer cette situation quand on a quand même une partie des employés, des collaborateurs qui ne veulent pas suivre. Effectivement, ça peut être compliqué. Après, c'est toute une histoire de management et il faut aussi à ces gens-là leur montrer que ça peut être bien. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire les choses et surtout ne pas se précipiter. Il y a un moment donné, on est bien obligé sur les 10% les plus réticents de montrer et donc de leur mettre un petit peu entre les mains la technologie. Et en règle générale, les gens finissent toujours par y arriver et à prendre le pli sur le sujet, quoi. Chez Cipro, pendant ces 10 années, en préparant donc, cette émission, vous m'expliquiez que vous aviez quand même un partenaire très important, un partenaire issu de l'automobile qui vous a aidé à initier cette transformation. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, on avait déjà initié des dynamiques en interne. Donc, il y avait déjà eu une réflexion qui a été faite, je l'avais dit dans un premier temps, sur aussi la partie produit mécanique, c'est-à-dire avoir des produits optimisés avec des assemblages, avec des sous-ensembles. Il y a toute une réflexion design produit. Il y a eu aussi cette réflexion qui était venue d'un client à nous dans l'automobile, qui est le White Plant, parce qu'on avait déjà initié le Lean, et on nous a conseillé en disant que ce serait une approche qui serait optimale pour nous, et donc on est passé en usine blanche. Donc là, ça a été une démarche qu'on a initiée il y a quelques années. On a eu la chance de pouvoir agrandir notre usine aussi pour faire face à l'activité qui s'était accrue d'une manière très drastique en 5 ans. Et donc, on a refait toute cette nouvelle usine en White Plant.
ainsi que finalement le reste de la société. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ce soit que l'usine, il fallait que l'entreprise elle-même devienne un showroom et fonctionne sous ce système de white plant. Donc ça a été nettoyer, clarté, blanchir, réorganiser, ranger et apporter des conditions de travail pour nos opérateurs qui seraient bénéfiques. Ça, c'est quand même assez important, de travailler dans un bel environnement. Ça donne aussi de travailler et d'améliorer les produits et de mettre en place donc les techniques du lean manufacturing pour faire des remontées d'anomalies, des remontées de process, de flux, où tout le monde est acteur. Mettre en place une hiérarchie aussi qui fonctionne avec ça, des superviseurs. Donc ça a été une organisation aussi managériale pour arriver à ça et au final au bénéfice du client. Parce qu'on limite les défauts produits, on améliore également nos délais, et puis on a la possibilité d'apporter d'autres services à côté. Alors ça, c'est vraiment intéressant et on le voit aussi donc, du côté d'ABCM. Ça a été perçu de quelle façon par les collaborateurs, ces différentes étapes? Ça ne s'est pas fait tout seul, mais step by step, comment dire. Alors, comme le disait très bien ma collègue, sur toute la partie justement amélioration des conditions de travail, il est clair que c'est un gros facteur positif pour tous les opérateurs. Nous aussi, on a travaillé sur tout ce qui était clarté, luminosité dans l'atelier et tout ce qu'il y avait autour. Et donc, au niveau des collaborateurs, eux, au début, se sont sentis un petit peu, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge partout autour de chez nous. Et à la fin, comment on faisait pour travailler avant, quoi? Donc, c'est vraiment une acceptation et je trouve aussi que pour eux, c'est un bénéfice énorme, mais aussi après pour nos clients lors de visites et aussi au quotidien, parce que quand on fabrique bien les pièces, quand on est heureux de les fabriquer, forcément, ça se ressent dans la livraison et ça se ressent dans ce qui se passe autour. Donc, on change de paradigme, on change d'état d'esprit. En tout cas, l'idée, c'est d'y aller pas à pas, hein, comme on dit. Et ce que je comprends aussi, c'est que c'est une vraie valeur ajoutée à la fois pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients. Par exemple, chez CPRO Group, j'ai noté que vous aviez mis en place des outils numériques destinés à vos clients avec un service de maintenance à distance et un outil d'optimisation des machines. Ça fait partie de la R&D, des nouveaux services qui font de vous une industrie 4.0. Alors oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, nos robots sont un cerveau à part entière et doivent diriger une partie des opérations dans une unité de production destinée à la plasturgie. Donc, ce qui signifie qu'il y a une intelligence derrière, et qui dit intelligence dit faut des services additionnels. Quand on est sur une ligne de production et qu'il y a un arrêt, qu'est-ce qu'on attend en tant qu'industriel? On attend un dépannage rapide et efficace. Donc on a mis en place chez CPRO des nouveaux services. C'est-à-dire quand on achète un produit, on n'achète pas que le produit, on achète tout ce qui va avec. Donc on a mis en place des packs de maintenance, des optimisations, des conseils aussi en disant vous feriez mieux de prendre tel stock parce que par rapport au cadencement de votre machine, c'est telle pièce d'usure qui risque d'arriver. Donc on a eu cette réflexion-là et qui va jusqu'au live support. Donc il y a une application qu'on peut avoir sur un mobile en cas de panne. On peut être en visio avec un conseiller CPRO, donc un de nos experts ingénieurs, pour le dépannage, pour pouvoir voir à l'intérieur des moules et communiquer directement à distance, remonter aussi les défauts de programme logiciel, parce que souvent, panne robot dit quand même un petit peu d'intelligence derrière de programmation, donc pouvoir remonter les données au siège pour que nos techniciens puissent travailler et donner le bon conseil rapidement. Ah, c'est vraiment intéressant et chez ABCM, même constat, hein, on est d'accord concernant la valeur ajoutée à la fois pour les collaborateurs, ça on l'a compris, mais aussi pour les clients en termes d'efficacité, de productivité et de livraison des machines. C'est exactement ça, comme vous le disiez si bien. À un moment, il faut aussi emmener le client dans une logique notamment de stock de pièces et toutes ces choses-là. Et nous, c'est un travail qu'on peut se permettre de faire une fois qu'on a mis bien à plat chez nous la production. Et du coup, on vient nous aussi à un moment apporter cette plus-value-là au niveau du client et de proposer de stocker ces pièces plutôt que de faire de la fabrication un petit peu erratique au moment de la commande, quoi. Ah, c'est bien parce que du chez ABCM, vous stockez et vous livrez au moment venu, enfin en tout cas selon les besoins du client. C'est effectivement ça. Aujourd'hui, on voit que dans l'industrie, tout le monde cherche à réduire les stocks, que ce soit le client dans toute la chaîne de valeur. Mais à un moment donné, nous, on a des contraintes de production qui, des fois, font que le nombre de pièces produites peut être assez conséquent. Et le client, lui, a des besoins plutôt réguliers d'un petit nombre de pièces. Donc, on vient faire le stockiste pour lui, quoi. Est-ce que cette transformation donc, pour CPRO et ABCM était nécessaire pour la pérennité de l'entreprise ? Nous, de notre côté, oui. Ça a été essentiel pour notre rebond post-2009 et puis même aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a multiplié nos capacités de production pour arriver à plus de 5000 robots à l'année,
Il fallait quand même derrière une transformation holistique sur plein de niveaux de l'entreprise, d'un point de vue stratégique, trouver les bons partenaires, trouver une coopération en interne, en externe. Ça a été vraiment cette dynamique globale pour pouvoir faire face. Et sans ça, c'est vrai que je pense que CEPRO ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'elle a très bien résumé la situation. Aujourd'hui, je ne peux pas dire si on ne l'avait pas fait, où est-ce qu'on en serait. Mais ce que je sais, c'est que c'était important de le faire et que la preuve, ça paye aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors moi, je pense à toutes les personnes qui nous regardent, les personnes qui sont dans le public, mais qui sont en direct sur la chaîne YouTube de Robots for Manufacturing pour ces échanges et qui peut-être se posent la question, mais quelles sont les étapes à ne pas rater, ou en tout cas, quels sont les écueils à éviter par rapport à votre retour d'expérience sur ces 10 années de transformation quasiment? Alors, on en a parlé tous les deux. C'est vrai que c'est embarquer les gens qui va être essentiel. C'est vraiment trouver une synergie et une dynamique collective avec un accompagnement du changement qui n'est pas toujours évident. On le vit tous au quotidien à titre personnel et professionnel. Et pour ça, il y a des choses à mettre en place. Il y a des jalons, il y a des instances. Alors, chez CEPRO, nous, on avait pris un parti pris qui était d'avoir un mur à post-it. Et c'est-à-dire chacun qui trouvait une anomalie, on le faisait remonter et on mettait en place un flux et des actions correctives. Et ça a été une manière de changer un petit peu la donne, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une structure vraiment verticale, on passe sur une structure horizontale où tout le monde est acteur. Et ça a permis d'apporter ce changement, de responsabiliser aussi les gens à tout niveau de la société, que finalement, tout le monde peut être apporteur de changement vers le bien. Tout le monde voit des choses, des défauts et des choses à améliorer. C'est marrant parce que les parcours sont sensiblement les mêmes. On a travaillé exactement sur les mêmes sujets. On a voulu effectivement emmener tout le monde parce qu'à un moment donné, vous avez beau avoir des super idées. Si les gens ne les veulent pas derrière, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment le point absolument à maintenir quand vous faites ce genre de projet. Et après, on a travaillé du coup beaucoup sur du management visuel et ces choses-là pour permettre aux gens de créer leur propre environnement et justement de s'y plaire. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'après, les gens d'eux-mêmes deviennent comment je pourrais dire ça, deviennent améliorateurs de leurs solutions tout de suite au quotidien et ça devient naturel en fait. Ils incarnent cette transformation, ouais. Oui, puis si je peux rajouter, c'est aussi quelque Bien chose sûr. qui doit s'entretenir après coup. C'est-à-dire, on parlait là des indicateurs visuels. C'est important, notamment dans les gros sites de production, d'avoir un temps où les gens peuvent remonter les informations. Donc chez nous, c'est quotidien. C'est des panneaux d'indicateurs visuels dans l'entreprise, sur chaque pôle, qui servent de référent et aussi de gage de performance. Ça permet de suivre au quotidien et être sûr que s'il y a un dérapage à un moment donné parce qu'il y a une anomalie, pouvoir apporter un correctif rapidement. Alors, on comprend que la transformation donc, chez CEPRO et chez ABSM, c'est bien déroulé. Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des échecs? Parce que je parlais d'écueils à éviter. Ce seraient lesquels? Alors, sur le sujet, les écueils, je ne sais pas forcément s'il y en a eu beaucoup et on peut donner des points particuliers. Par contre, on peut d'ores et déjà dire, je pense, que chez ABSM, on a su à un moment se positionner sur cette solution ne fonctionne pas, on l'arrête. Et je pense qu'il faut quand même aller chercher aussi à écouter, c'est ce qu'on dit depuis le début, à écouter les opérateurs qui sont sur site et les collaborateurs pour pouvoir se dire cette solution, elle nous paraît bien, mais elle n'est pas bien pour eux et ça ne fonctionne pas au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer, pour passer à autre chose? Et justement, il faut savoir se remettre en question dans ce genre de projet et se réorienter un petit peu, changer de route quand il y a un stop devant nous, quoi. Et chez CEPRO, du coup? Alors, chez CEPRO, nous, ça a été la transition One Plant qui a été un petit peu problématique parce que c'est vrai que nous, on est un secteur, forcément, on est face à des opérateurs, il y a de la graisse, il y a des packs de graissage, c'est pas toujours glamour. Ouais, j'entends Et bien. passer sur un sol blanc avec des choses très rangées, très organisées, c'est vrai que ça a été une transition qui a quand même pris un petit peu de temps. Et il y a eu des réticences au départ. Mais finalement, quand ça a été fait, l'accompagnement au changement, le fait de devenir acteur, de pouvoir remonter les choses, être écouté et de voir les conditions de travail s'améliorer, parce que travailler dans un endroit propre, qu'on range tous les soirs et ordonné, ça change le quotidien. C'est quand même agréable, j'imagine. Et au final, ça se ressent d'un point de vue produit, d'un point de vue innovation produit aussi. C'est-à-dire que ça va jusque chez le client. Et quand le client vient nous rendre visite, il y a une fierté aussi d'être sur ce site et d'avoir un showroom vitrine. D'où le fait vitrine du futur aussi, d'avoir un vrai showroom usine, quoi. Ouais. Et donc, lorsque vous accueillez vos clients, au moins, c'est clean, ça donne envie.
Ça donne envie de travailler avec vous, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Alors, j'espère. Oui, bon, on n'en doute pas. Hein. On passera vous voir chez ABCM et chez CPRO Group. On a vu des images. C'est vraiment très chouette. J'aimerais qu'on passe aux questions du public. Ne soyez pas timide. Je sais que la première question n'est jamais évidente. Mais on peut se donner un temps de questions-réponses avec les personnes qui sont présentes en ce moment donc, au Parc des Oudéry, le Parc Expo pour cet événement Robots for Manufacturing. 2 jours formidables hein, avec beaucoup d'industriels qui sont présents. Il y a des robots incroyables. Donc n'hésitez pas, vous qui nous regardez en ce moment, eh bien, vous avez jusqu'à ce soir pour venir nous voir. Inscrivez-vous sur le site et venez nous voir. Est-ce que vous souhaitez poser une question, vous qui êtes dans le public? Alors c'est rigolo parce que généralement quand je demande aux personnes de poser une question, tout le monde baisse la tête comme ça. Tout le monde fait ça comme ça, il ne me voit pas. Il ne m'a pas vu. Il m'a pas vu. Ne soyez pas timide. Est-ce que vous avez une question? Oui, peut-être, vous? Ou non? Non, ok. Peut-être après, au café. Ok, très bien. Rapidement, pour conclure cette conférence, même si on la termine avec quelques minutes d'avance, en tout cas, je sais que l'essentiel a été dit. Franchement, c'est du storytelling. Ça donne envie, hein, vraiment. J'imagine pour les chefs d'entreprise, les industriels, les responsables d'entreprises industrielles, ça donne envie cette transformation. Et bravo en tout cas pour ça. Rapidement, pour conclure cette conférence, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement aux responsables d'entreprise qui nous regardent et qui envisagent de développer leur croissance, de développer leur entreprise pour tendre vers une industrie 4.0? C'est de prendre le temps et d'écouter les équipes, c'est-à-dire de mettre en place une synergie de groupe et quelque chose qui est pensé collectivement. Et donc de coopérer vraiment en transverse, en interne et en externe pour pouvoir aller vers le changement. Est-ce qu'il faut être accompagné par une agence extérieure sur la conduite du changement? Alors ça peut être par des agences, des organismes, mais également d'un point de vue technologique, savoir s'orienter en tout cas et de poser des questions pour pouvoir avancer. Effectivement, après l'accompagnement, je pense qu'il peut être important dans certains cas, mais l'idée surtout, c'est de savoir s'ouvrir au monde extérieur et de créer sa propre route, parce que prendre l'exemple texto comme il est fait à côté dans une autre structure, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ça peut sur un coup de bol, mais je pense que c'est vraiment vous qui devez créer votre histoire et vous qui devez créer votre l'usine de demain, quoi. Merci donc à nos invités, on va pouvoir les applaudir. Dan Deveau, responsable système d'information ABCM qui va continuer de grandir, hein, de se transformer, puisque vous allez et vous travaillez actuellement en interne pour un grand projet 2025 qui sera votre ligne directrice pour les 5 prochaines années. Ça reste confidentiel, donc je ne poserai pas de questions dessus. Et merci à Caroline Chamard, responsable marketing communication donc chez CPRO Group, plus grand fabricant de robots français. Et c'est du Made in Vendée. On en est très fiers. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Caroline et Dan Deveau. Merci donc à tous les deux. Merci beaucoup. Excellent Merci. salon ici au parc d'exposition des Oudéry à La Roche-sur-Yon pour ce Robot for Manufacturing, cette 3e édition. Nous étions en direct. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.